Nous reprenons pour écouter Bruno Clément nous parler de Beckett, dont il a déjà été question durant le début de la matinée, bien entendu. Et lorsque j'ai commencé ce cours, je savais qu'il fallait qu'il vienne nous parler de Beckett un jour ou l'autre. Beckett et la fin de la littérature, généalogie d'un mythe. Merci beaucoup et merci de l'invitation aussi. Elle m'a beaucoup touché. Ça me fait plaisir d'être ici. Et comme je le disais à Martin tout à l'heure, c'est très spécial comme ambiance aujourd'hui de se retrouver à quelques personnes dans la salle, mais c'est loin d'être désagréable, je trouve. Il y a un vrai plaisir de se retrouver ensemble ici. Et je profite aussi du fait que j'ai le micro pour remercier grandement Elisabeth Russo, que je ne connaissais pas du tout, mais qui a fait un travail vraiment merveilleux pour préparer dans des conditions. Elle croyait peut-être qu'il n'y en avait pas pour longtemps, mais finalement, elle aurait été requise un certain temps. Alors, je ne vais pas parler vraiment de la fin, parce que je vais parler plutôt, je m'en aperçois en écoutant les différents intervenants et puis votre introduction tout à l'heure, je vais plutôt parler de l'effet de fin, en me demandant, c'est pareil, c'est des questions que je ne m'étais pas posées avant maintenant, si finalement on ne parle pas jamais que de l'effet de fin, plutôt que de la fin. Et alors pour ça, donc, j'ai convoqué principalement deux textes, je crois que je vous ai donné les citations, deux textes vraiment très courts. L'un qui est une lettre de Beckett à un de ses amis, écrite en 1937, et puis un autre qui est postérieur d'une quinzaine d'années, de Maurice Blanchot. Ni l'un ni l'autre ne parle vraiment de la fin, mais je m'en servirai, moi, pour parler de la fin. Donc le premier texte, d'abord, ça se passe en juillet 1937. Un ami de Beckett, un ami allemand, qui s'appelle Axel Kahn, lui demande de traduire en anglais quelques poèmes allemands. Il le fait dans une lettre en allemand. Et Beckett, qui maîtrise l'allemand, quoi qu'il dise, qu'il le maîtrise même très bien, je le soupçonne d'être en fait le véritable traducteur en allemand de En attendant Godot. Il a toujours dit que non, mais il y a quand même des témoignages assez convergents qui laissent penser que oui. Donc, Beckett lui répond en allemand le 9 juillet, et pour lui dire qu'il n'en est pas question de traduire ses poèmes allemands. Son refus est dûment argumenté, et il nous intéresse au plus haut point parce que ce refus est l'occasion pour Beckett de définir une sorte de programme poétique dont on peut dire, on l'a dit souvent, même si on l'a dit tard, je vais expliquer pourquoi, dont on peut dire que l'œuvre de Beckett l'aura finalement, plus ou moins, et avec quelques nuances, menée à bien. Cette lettre importante, donc, date de 1937, mais elle n'a été connue du public, un petit public, le public de Beckettiens triés sur le volet. Elle n'a été rendue publique qu'en 1983, date à laquelle Ruby Cohn, qui était une amie personnelle de Beckett et qui est devenue une grande spécialiste de son œuvre, qui a fait beaucoup pour la faire connaître, la publie dans un recueil de textes divers et qui était peut-être jusqu'à elle considéré comme mineur et qui a été recueilli donc sous le titre de Disjecta. À l'en croire, Ruby Cohn, cette lettre n'a pas été publiée tout à fait contre l'avis de l'auteur, mais disons non sans un de ces haussements d'épaules aquabonistes, pour reprendre le terme que Jean-Pierre a employé ce matin. J'aime bien citer Serge Gainsbourg au Collège de France, ça n'a pas dû lui arriver si souvent que ça, et dont il était coutumier, un de ces mouvements d'épaules dubitatifs, il aurait dit à Ruby Cohn, est-ce que vraiment il faut publier ce German Bilge, ce fatras allemand? Alors, voilà ce qu'on lit, donc citation 1 et 2 de ma petite feuille, voilà ce qu'on lit notamment dans cette lettre. De plus en plus, mon langage m'apparaît comme un voile et qu'il faut déchirer pour parvenir à ces choses où ce rien
qui se cache derrière. Grammaire et style. Pour moi, il semble être devenu aussi hors de propos qu'un costume de bain Biedermeier ou l'imperturbabilité d'un gentleman, un masque. Il faut espérer que le temps viendra, et Dieu merci, dans certains cercles, il est déjà venu, où la manière d'utiliser le langage sera de le malmener de la façon la plus efficace possible. Et puis, un peu plus loin dans la lettre, qui est assez longue, c'est une lettre qui fait presque 3 pages, je crois, quelque chose comme ça. Question d'importance. La littérature, donc à 37 ans, Beckett n'est pas un jeune homme. Hein. En 1937, il a un peu plus de 30 ans quand même. Hein. On disait tout à l'heure, Martin rappelait que Rousseau est entré en littérature à 40 ans. Beckett, c'est pas tout à fait vrai, mais pour prendre des points de repère quand même, en attendant Godot, c'est ça le début de sa grande notoriété publique, 53. Hein. Il a 47 ans, c'est pas tout à fait un jeune homme. Bon. Donc, deuxième partie de la lettre, la littérature est-elle la seule à être restée en arrière sur les vieux chemins que la musique et la peinture ont depuis si longtemps désertés? Y a-t-il quelque chose, je le dis à toute vitesse parce que ça semble incongru, mais cette question que pose Beckett à propos du handicap de la littérature par rapport à la musique et à la peinture, c'est quelque chose qui consonne étrangement avec quelqu'un dont je vais le rapprocher peut-être à votre grande surprise, c'est-à-dire Bergson, qui dit des choses assez semblables, et même très semblables, à très très peu d'années de là. Par exemple, dans son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, qui date de 32 ou quelque chose comme ça, alors que là on est en 37. Y a-t-il quelque chose de sacré, de paralysant dans cette chose de nature, contre nature, qu'est le mot? Pour vous donner quand même, pour alimenter un tout petit peu le rapprochement, pour le justifier, vous aurez peut-être du mal à croire ça, mais je suis prêt à le prouver. Bergson dit quelque part, je crois que c'est dans un des textes recueillis dans l'énergie spirituelle, que si les philosophes devaient écrire comme il faudrait qu'ils arrivent à écrire de façon à faire oublier les mots. Incroyable de la part d'un philosophe. Donc, quelque chose qui ne se trouverait pas dans les matériaux des autres arts. Y a-t-il une raison pour laquelle cette matérialité tellement arbitraire de la surface du mot ne pourrait pas être dissoute, comme par exemple la surface du son, mangée par de grands silences noirs dans la 7e symphonie de Beethoven, qui font que pendant des pages, on ne peut rien percevoir d'autre qu'une allée de sons suspendus à des hauteurs vertigineuses, reliant d'insondables abîmes de silence. Écrivant dans un allemand qu'il estime mauvais, ou en tout cas qu'il dit sans doute être mauvais, Beckett s'excuse tout à la fin de la lettre, et moi cette excuse me va droit au cœur. Il s'excuse auprès de son correspondant alors c'est le troisième petit 3 de mes citations, de mettre à mal involontairement une langue étrangère, ici l'allemand. Comme j'aimerais mettre à mal, écrit-il sciemment et délibérément, la mienne, et comme je le ferais, j'adore la chute finale, comme je le ferais Deo iuante, c'est-à-dire avec l'aide de Dieu, mais dans une nouvelle langue étrangère à nouveau, c'est évidemment programmatique et performatif à la fois. Il espère ainsi pouvoir, Beckett, saisir ce qu'il appelle, dernière citation de cette lettre, le murmure de cette musique finale ou de ce silence qui est au fond de tout. Alors bien sûr, certains points du programme peuvent paraître assez iconoclastes, voire destructeurs, négatifs, puisque projetant le discrédit sur une certaine manière de s'exprimer, c'est le propre de tous les grands inventeurs, de tous les artistes qui œuvrent à une révolution, quelle qu'elle soit. Mais finalement, je dirais que cette lettre, quand on la lit de près, elle est plutôt constructive et très déterminée. Beckett émet même quelques propositions précises en cours de route. Il plaide par exemple pour cette littérature du non-mot, il explique Unfort en allemand.
Donc je suppose, pour une certaine musicalité du langage, en cela il est non loin de Mallarmé, comme Bergson aussi, continuons de choquer. Bergson et Mallarmé, un jour il faudra établir le rapprochement, mais il n'est pas injustifié. Il ne le serait pas en tout cas. Et il esquisse, donc je l'ai dit en insistant sur la fin de la citation, quelque chose comme une poétique bilingue, expression qui me tient particulièrement à cœur. Il y a là donc quelques points communs avec d'autres grands novateurs, j'en ai nommé quelques-uns, et je dirais qu'il y a là tout sauf une volonté de mettre fin à la littérature, plutôt de la faire repartir d'un bon pied. Et ni Mallarmé ni Bergson, d'ailleurs, n'entendaient, eux non plus, alors qu'ils faisaient des critiques très similaires, mettre fin ou à la poésie ou à la philosophie. J'en viens maintenant au deuxième texte, qui n'est pas beaucoup plus long, qui est un texte de Maurice Blanchot, qui a eu un immense retentissement, un immense succès, et qui a grandement contribué, j'allais dire, à faire connaître Beckett, mais plutôt à le faire méconnaître, mais il faut quand même méconnaître bien les gens pour les faire connaître, je pense. C'est peut-être ça le vrai sujet de mon intervention d'aujourd'hui. Donc on est en octobre 1953, au moment, donc année 1953, année de la publication de l'Innommable, qui est le dernier volume d'une trilogie qui comprend 3 romans qui sont Molloy, Malonmer et l'Innommable. Mais j'ajoute que 1953, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, l'année de En attendant Godot, qui a été joué pour la première fois en janvier 1953. Donc, Blanchot publie dans la NRF un article qui a fait date, infiniment plus date que la lettre que je viens de citer de 1937, et donc un article intitulé « Où maintenant ? Qui maintenant ?» qui a circulé pendant très longtemps sous ce titre-là. Encore maintenant, c'est le titre original, mais je me rappelle d'être allé à un salon du livre au début de l'existence de ce salon, et les éditions de Minuit distribuaient le texte de Blanchot avec ce titre-là, quoi. Que l'article, pour promouvoir Beckett. Donc c'est vrai que ça a eu un énorme succès. On peut lire donc cet article. On peut lire dans cet article que Blanchot a recueilli 6 ans plus tard, dans le livre à venir, dans une section qui s'appelle « Où va la littérature ?», que l'Innommable est un livre, donc là c'est une série de citations que vous avez sous les yeux, un livre privé délibérément de toute ressource, un livre qui accepte de commencer à ce point où il n'y a plus de suite possible, un livre écrit sans tricherie, sans subterfuge, un livre qui fait entendre le piétinement de ce qui n'avance jamais. Et Blanchot dit quelque part dans son article qu'il n'y a rien d'admirable dans ce livre, que les sentiments esthétiques ne sont plus de mise quand on lit Beckett. Et finalement, ce sont ses derniers mots sur ces 3 romans, Blanchot émet l'hypothèse qui consonne avec le reste du recueil, le livre à venir, et précisément dans une section dont un chapitre s'appelle « Disparition de la littérature ». Donc il conclut que l'Innommable s'approche peut-être du point d'où viennent tous les livres, 5 petits tas, tous les livres où sans doute l'œuvre se perd, qui toujours ruine l'œuvre. Et à la mort de Beckett en 89, soit plus de 50 ans après la lettre de tout à l'heure, Blanchot persiste et signe, resigne, allant jusqu'à dire qu'à propos de Beckett, on parlerait bien à tort d'une œuvre. Il n'y a pas d'œuvre chez Beckett, dit-il nûment et apparemment sans état d'âme. La convocation de ces 2 textes, donc la lettre de Beckett de 37 et l'article de Blanchot de 53, éloignés dans le temps d'une petite quinzaine d'années, laisse un peu rêveur. Comment a-t-on pu passer d'un programme plutôt déterminé et quand même inventif, visant à une sorte de révolution littéraire, comment a-t-on pu passer de ça
À cette méditation sans doute pleine d'attrait, et qui a tant pesé sur le discours critique beckettien, qui tire l'œuvre de Beckett du côté de l'absence d'œuvre, dont parlent à l'époque aussi bien Blanchot que Foucault, lui aussi lecteur de Beckett, et qui le cite d'ailleurs sans le nommer, mais c'est normal qu'il ne le nomme pas, il n'y a pas d'auteur, en 1970, ici même, dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Je vais essayer donc de répondre à cette question, je ne donne que des pistes, comment on a pu passer de cette volonté déterminée, affichée de renouveler la littérature à cette proclamation de la fin de l'œuvre, la fin de la littérature. Mais avant de ça, je voudrais faire remarquer deux choses. La première, c'est que cette façon de poser la question est sans doute tendancieuse. On ne peut pas dire qu'on soit réellement passé en 15 ans d'une chose à l'autre, d'une proposition constructive à la déclaration de la disparition de la littérature. Beckett écrit cette lettre en 1937, mais c'est seulement une lettre, elle est privée, personne n'en a eu connaissance avant l'initiative de Rubicon en 1983, je l'ai rappelé, et en 1953, pas plus d'ailleurs qu'en 1959, quand Blanchot recueille ce texte dans le livre à venir, il n'avait eu l'occasion d'en prendre connaissance. En proclamant de façon plutôt solennelle, mais en somme durable, qu'il n'y a pas d'œuvre chez Beckett, il est plutôt attentif, il est sensible à l'air du temps, un air du temps qu'il contribue d'ailleurs grandement à nourrir lui-même, plutôt donc qu'aux déclarations d'intention de l'auteur dont il parle et à qui il conteste presque d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, d'être un auteur. Il n'en va évidemment pas tout à fait de même en 90. À ce moment-là, la lettre est publiée. La totalité de l'œuvre de Beckett est connue, publiée, même la lettre de 1937, oui, donc, qui reste à cette époque encore peu commentée. Un peu rapide sur les titres majeurs de l'œuvre de Beckett, comme sur les formes extrêmement variées comprises ses productions, donne à cette déclaration de l'absence d'œuvre un goût plutôt étrange. Et c'est ma seconde remarque. Blanchot n'aura finalement construit son discours sur Beckett, son discours sur la fin de la littérature, sur la fin de l'œuvre, qu'en citant 4, peut-être 5 des livres de Beckett. Les 3 romans de la trilogie dont j'ai rappelé les titres tout à l'heure, un roman de 1960 qui est très étrange et magnifique, Commençait, et donc dans les toutes dernières lignes de son dernier texte en 90, donc à l'occasion de la mort de Beckett, il a fait quelques mots de commentaire, plutôt de citation du texte que citait Jean-Pierre tout à l'heure, de Soubresaut, c'est-à-dire le texte qui a été écrit et publié quelques mois avant la mort de Beckett. Autrement dit, Blanchot parle de Beckett sans jamais dire un mot de son théâtre. Je défie quiconque de me montrer un texte de Blanchot qui parle du théâtre de Beckett, sans rien dire de sa poésie, très grand poète, Beckett, sans évoquer même obliquement son bilinguisme, qui, à mon avis, est d'un point de vue poétique l'apport majeur de Beckett, sans parler de ses textes pourtant si riches sur la peinture, sans parler de son œuvre cinématographique, qui n'est pas tout à fait mince. Beckett est l'auteur d'un film avec Buster Keaton, s'il vous plaît, comme acteur, et d'un certain nombre de pièces brèves pour la télévision qui ont donné l'occasion à Deleuze d'écrire ce magnifique L'Épuisé, dont Martin rappelait tout à l'heure l'existence. Texte vraiment splendide. Dire en 89, donc au moment où meurt Beckett, qu'il n'y a pas d'œuvre chez Beckett, c'est donc pousser très loin la thèse de la fin de la littérature, et c'est la pousser au-delà non seulement du raisonnable, mais au-delà même de l'évidence. C'est nier l'existence de Fin de partie, de Oh les beaux jours, de La dernière bande, c'est nier l'existence du théâtre, c'est nier l'existence de Mal vu, mal dit, un des plus beaux textes en prose écrits au XXe siècle, dit Badiou quelque part, etc., etc. C'est surtout
nier l'incroyable invention de Beckett en matière de forme littéraire. Il a inventé des genres sans arrêt, sans arrêt. Les foirades, les dramaticules, les pièces pour la télévision, etc. Et pourtant, la fortune de ces quelques pages de Blanchot, quand je dis quelques pages, ça veut dire que Blanchot, il a écrit, à ma connaissance, 3 textes, et mis bout à bout, ces 3 textes, ça doit faire 6 pages ou 7 pages, en tout. L'article de 53, un article qui a été recueilli ensuite dans l'entretien infini, puis le petit texte d'hommage de 1 page et demie qui est paru dans Critique en 90. Donc vraiment très très mince en volume, mais ça a eu un retentissement énorme. Je ne pense pas exagérer de dire qu'aujourd'hui encore, ces quelques pages de Blanchot restent aux yeux de beaucoup, et sans doute pas seulement en France, légitimes et pertinentes. Par exemple, en 95, Badiou, dont je parlais tout à l'heure, cite encore cet article de 53 avec faveur. C'est quand même assez incroyable. Pourtant, Blanchot et Badiou ne roulent pas exactement sur le même chemin. Comment l'expliquer ? Je vais me servir de l'exemple de Beckett et de cette fortune critique pour tenter de caractériser non pas exactement le geste critique lui-même, mais les conditions de son surgissement. Et on verra que le cas de Beckett n'est peut-être pas aussi exceptionnel que ça, et quand même, on reparlera un peu de la fin de la littérature, mais je dirais de l'effet de fin à nouveau. Alors, pour caractériser ce geste, je retiens 3, on peut discuter à l'infini, mais je retiens 3 éléments qui me paraissent vraiment déterminants, en tout cas qui vont me servir à entrer un petit peu dans la logique poétique de Blanchot. Le premier élément qui doit être pris en compte, à mon avis, je l'ai déjà nommé, mais je me sers de ce terme un petit peu vague pour le caractériser, je dirais l'air du temps. Voilà. Il y a un certain air du temps qui fait que ce texte de Blanchot trouve immédiatement un écho au moment où il rédige ces pages. Dans les années 50, donc, les années 50, c'est les années du degré zéro de l'écriture. Le degré zéro de l'écriture, c'est Blanchot lui consacre un texte juste avant le texte qu'il consacre à Beckett dans le livre à venir. Et ça s'appelle « La disparition de la littérature », dont Blanchot parle donc dans le texte qui précède celui-ci. Or, l'air du temps, au début des années 50, n'est pas tellement à l'histoire. Comment Blanchot intitule-t-il son texte sur Beckett ? Je l'ai dit par une citation. Enfin, je ne sais pas si j'ai dit que c'était une citation. Quand maintenant ? Qui maintenant ? Ce titre est à lui tout seul un exploit, à mon sens. Et en tout cas, c'est tout un programme. Où maintenant ? Qui maintenant ? Cette citation qui est en réalité une citation tronquée. Les premiers mots de l'innommable, on joue sans arrêt entre le début et la fin tout le temps. Hein. C'est la fin de la littérature, mais là, ce qu'il cite, c'est les premiers mots du dernier roman, si j'ose dire, de la trilogie. Donc, le début fameux de l'innommable, c'est où maintenant, quand maintenant, qui maintenant. Donc, vous avez remarqué tout de suite, il manque une question dans le titre, c'est la question du temps. En omettant la question « quand », Blanchot fait d'une petite pierre, presque invisible, plusieurs coups. Il occulte d'abord ce que je viens de nommer l'air du temps. Il préfère ne pas parler histoire. La triple question de l'innommable, sur laquelle beaucoup d'encre a coulé depuis, est aussi, à n'en pas douter, une question historique. Qu'en est-il en effet maintenant, en 1953, de l'activité d'écriture qui, tout entière et depuis des siècles, repose sur la question du temps, sur la question du lieu, sur la question du sujet. Or, le point de vue de Blanchot est tout sauf historique. Et c'est son deuxième coup, son deuxième gain. À la question « où ?» il répond « dans la région de l'erreur », c'est là un des titres, un des paragraphes de son texte. Il répond aussi en évoquant le lieu vide où parle le désœuvrement d'une parole vide, pas d'œuvre. Ça, c'est déjà en 53. À la question « qui » aussi, il répond « un jeu
poreux et agonisant, formule qui a fait Fleurès, ou encore, en paraphrasant le titre de Beckett, Blanchot paraphrase merveilleusement, je le dis sans aucune ironie, c'est un paraphraseur sublime, Blanchot. Donc, paraphrasant le titre de Beckett, pour répondre à la question qui, il dit « un être sans nom ». Mais à la question quand, il ne répond pas. Du moins pas directement. Le avenir, le livre à venir, serait peut-être la réponse, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que du maintenant qui affecte chacune des trois interrogations, où maintenant, quand maintenant, qui maintenant, de ce maintenant-là, Blanchot ne souffle mot. Sa thèse, me semble-t-il, est inscrite dans cette abstention, dans cette omission de la question du temps, mais je dirais aussi de l'histoire. Et dans tous ces rapprochements qui permettent que dans le même recueil, il soit question de Joubert, de Mallarmé, de Kafka, de Barthes, de Beckett, de bien d'autres. Donc la thèse, la littérature est arrivée au bout d'elle-même, elle se meurt d'être ce qu'elle est, plutôt que d'avoir été ce qu'elle a été, exit cette fonction essentielle que Bergson appelait la fonction fabulatrice, c'est dans les deux sources de la morale et de la religion, et en même temps que les histoires, disparaît celui qui en était le garant, l'auctor. Blanchot dit qu'avec Beckett, on quitte tout ce qui se passe sous l'autorité d'une conscience. Donc, une fois de plus, on va dans le sens de la disparition de l'auteur. Quelqu'un signe bien des livres, quelqu'un signe bien ses livres, et Blanchot est lui aussi contraint de les signer. Il nomme aussi Samuel Beckett, mais il les signe, comment dire, sans en être le garant, sans en être l'auteur. Il est seulement... Alors là, écoutez bien cette citation, donc c'est 5b, je crois. Il la cite, il est seulement le réceptacle neutre et impersonnel d'une voix qui le traverse comme malgré lui. Blanchot parle donc d'une, c'est la citation à laquelle je faisais allusion, d'une parole neutre qui se parle seule, qui traverse celui qui l'écoute et qui est sans intimité. Et il parle toujours dans le livre à venir d'un auteur sans livre, d'un écrivain sans écrit. Donc on comprend pourquoi les sentiments esthétiques ne sont plus de mise. Beckett, c'est rien du tout. Il est comme Matthieu, qui entend la voix de l'ange et qui juste transcrit. Mais il n'est rien, lui. Ces années 50, bien sûr, donc, je suis toujours dans mon air du temps, ce sont bien les années du neutre, dont Blanchot vient de prononcer le mot ici, et dont il est le héros et le champion. Il faut avouer qu'il réussit avec une certaine vraisemblance, celle des bons romanciers, des bons raconteurs d'histoire, je trouve que Blanchot en est un, il réussit avec une certaine vraisemblance à attirer Beckett dans les filets du neutre. Je rappelle pourtant, un peu dans le même esprit que j'ai cité tout à l'heure, la lettre de 1937, que Beckett ne parle jamais, quant à lui, d'un jeu poreux et agonisant. Je fais une toute petite citation, elle est un peu postérieure à 53, mais pas de beaucoup, et qui pour moi est inépuisable. Beckett, lui, parle de l'insupprimable perception de soi. On est quand même loin du jeu poreux et agonisant. Et je dirais, toute son œuvre, quand il essaye de penser cette affaire, tourne autour de ça, autour de l'insupprimable perception de soi. À chaque fois que sur mon ordinateur j'écris insupprimable, ça se met en rouge parce que il y a un correcteur d'orthographe qui dit mais tu plaisantes là, ça n'existe pas ça. La fin des années 50, le début des années 60, c'est donc l'époque du degré zéro, c'est l'époque du neutre, c'est l'époque de l'absence d'œuvre. Foucault a érigé ce concept et lui a donné toutes ses lettres de noblesse. C'est l'époque du structuralisme qui avait mis le sujet au banc du discours théorique et plus encore du discours critique. Les années 50, ce sont enfin les années de ce qu'on a appelé, peut-être pas contre leur gré, mais sans leur gré, des autrices ou des romanciers du nouveau roman.
Or, le nouveau roman, auquel on a guère hésité à rattacher Beckett, il n'a pas protesté, il n'a pas non plus acquiescé. Le nouveau roman se caractérise, en tout cas on a pu le caractériser, par un certain nombre de mises à distance du personnage. Donc on retrouve Blanchot, là, dans la lecture que Blanchot fait de Beckett. Mise à distance du personnage, mise à distance du narrateur omniscient, mise à distance de tout ce qu'on appelait avant lui intrigue. Dernière encore citation 5C, là je dirais, il ne s'agit plus de personnages, dit Blanchot, à propos de tous ces personnages de la trilogie. Il ne s'agit plus de personnages. Il ne s'agit plus de personnages sur la rassurante protection de leur nom personnel. Il ne s'agit plus d'un récit, même conduit dans le présent sans forme du monologue intérieur. Ça m'avait frappé, ça aussi, en lisant peut-être un des premiers textes en français qui a été écrit sur Beckett, et c'était avant 53, c'était en 51, à la publication de Molloy. Il y avait un article de Bataille, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais qui lui aussi ne parlait absolument pas du récit, qui ne disait pas du tout que ça racontait quelque chose. Et le roman en question, Molloy, il est très, très étrangement composé. Il y a deux parties différentes, avec deux narrateurs différents, et Bataille ne parlait que d'une des deux parties, que de la première partie. Bon, Bataille n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais c'est la même famille, je dirais que... Alors, j'en viens maintenant au deuxième élément qui pourrait m'aider à caractériser le discours critique. En fait, c'est peut-être ça mon sujet aujourd'hui. Je serai peut-être un peu moins long là-dessus. L'affaire du neutre me permettra de m'expliquer. Beckett, même celles qui ne le connaissent pas bien, même ceux qui n'ont peut-être entendu de lui que son nom, le savent, Beckett n'était pas un homme très public. Tout ce que nous savons de lui, je veux dire de l'auteur, de la personne nommée Samuel Beckett, qui habitait quelque part du côté de Port-Royal, non loin du boulevard Montparnasse. Tout ce que nous savons de lui, nous le savons de façon qu'on pourrait presque dire indue, par sa correspondance, à la publication de laquelle il s'est de son vivant toujours opposé et qui est à présent presque intégralement publiée, par des témoignages, par des confidences plus ou moins indiscrètes, mais surtout plus ou moins vraisemblables, et qui n'ont trouvé de confirmation et d'autorité que dans l'idée de lui qui avait forgé les légendes diverses qui le prenaient pour personnage principal. Beckett n'a jamais accordé une seule interview, il n'a jamais répondu à une seule question sur le sens de telle ou telle de ses œuvres, ou sur l'intention qui était la sienne au moment de l'écrire. Il ne s'est jamais laissé filmer. C'était un homme, choisissez le mot que vous voulez, discret, sauvage, mystérieux, secret. L'anonymat n'était pas exactement son affaire, mais son désir de ne pas paraître, ni même d'apparaître, ne saurait guère être contesté. Peu de personnages, peu d'artistes, peu d'écrivaines, aucun écrivain, à ma connaissance, n'ont eu une conduite comparable. Sauf, bien sûr, Maurice Blanchot. Difficile de faire comme si la thèse du neutre pouvait être abstraite de la dimension cardinale de la vie de Maurice Blanchot, dont aucune photo n'aura jamais circulé pendant sa vie, et qui, pour des raisons qui ne sauraient évidemment être étrangères à un passé sans doute vécu comme honteux, antisémite, extrême droite, collaborationnisme, etc., a souhaité n'être jamais rencontré ou reconnu de son vivant, sinon par quelques amis très proches. Il raconte par exemple qu'en 68, il était très excité par tout ce qui se passait en 68. Il se promenait dans le plus total anonymat, personne ne le connaissait. Et donc, il était dans la cour de la Sorbonne, qu'il a vu Foucault, et qu'il était complètement bouleversé de le voir. Mais évidemment, il ne s'est pas fait reconnaître. Michel Foucault, il y a un très très beau livre sur Foucault. Michel Foucault, tel que je l'imagine, pour moi, rien que le titre de Blanchot à propos de Foucault est une pure merveille. Je pense que tous les grands livres de critique, on devrait sous-entendre tel que je l'imagine. Et Blanchot, c'est un été magnifique. Il y a donc, je le pense très profondément, entre Beckett et Blanchot, une affinité qui s'est traduite, ce serait ça mon deuxième élément clé dans la
comme condition de tenue d'un beau commentaire. Donc une affinité qui s'est traduite dans l'œuvre critique de Blanchot par cette théorisation sublime, dans tous les sens du mot sublime. Il a sublimé toute sa honte, tout ce qu'on peut supposer avoir été sa honte, en inventant ce concept magnifique. Cette théorisation sublime du neutre qui fut peut-être pour lui la planche d'un certain salut. Et chez Beckett, cette affinité s'est traduite par un écart, une distance méfiante à l'endroit de toute communication, de toute explication et de toute apparition publique aussi. C'est ce qu'on appelle d'ordinaire une coïncidence. N'empêche, cette coïncidence est à l'origine au moins partielle de ces quelques pages que Blanchot a consacrées à Beckett et qui ont tant contribué à sa notoriété. Quelques passages, quelques phrases de ses commentaires, même sertis dans un appareil théorique serré, solide, sont de ce point de vue éclairants. Même si pour Blanchot, les propositions que je vais citer n'étaient formulées que pour étayer la thèse du neutre, de l'impersonnel, on est frappé de l'insistance avec laquelle sont évoquées et la vie et la mort, non pas de tel ou tel personnage ou de telle instance narrative, mais de Samuel Beckett lui-même. Citation 6, « Il n'y a rien d'admirable dans une œuvre à laquelle on ne peut se soustraire. » Donc on, je suppose que ça veut dire l'auteur. Rien qui appelle l'admiration dans le fait d'être enfermé et de tourner en rond dans un espace d'où l'on ne peut sortir même par la mort, car pour y tomber, il a fallu précisément déjà tomber hors de la vie. Ce qui est sûr, c'est que la personne de Samuel Beckett est évoquée, et plus qu'évoquée, dans ces quelques pages. Elle n'est absente, je le pense, d'aucune ligne de ce premier et décisif article. C'est bien sûr pour dire qu'elle n'a rien à voir avec ce dont il est question, cette personne, mais il n'empêche, la personne de l'auteur qui fait s'évanouir la notion d'auteur, ça serait Beckett pour Blanchot, est ici essentielle. Qui parle ici? Citation 7. Qui parle ici? Demande Blanchot. Par une convention rassurante, nous nous répondons, c'est Samuel Beckett. Par là, nous paraissons accueillir ce qu'il y a de lourd dans une situation qui, n'étant pas fictive, évoque le tourment véritable d'une existence réelle. Ce jeu subtil, personne de l'auteur, œuvre de l'auteur, personne du commentateur, œuvre du commentateur, ce jeu subtil qui donne presque l'impression à certains moments d'un marivaudage extrêmement raffiné, à sa consécration, à mes yeux, dans le tout dernier texte, à peine 2 pages, que Blanchot consacre à Beckett dans le numéro spécial de critique qui lui est consacré, donc en 90. Beckett meurt en décembre 89. Dans ce texte incroyable, Blanchot, il faut le lire parce que je l'introduis très mal. Quand on lit ce texte, on a l'impression de tomber brusquement sur une citation de Beckett qu'on ne connaît pas. Et je donne cette citation, puisque c'est entre guillemets dans le texte de Blanchot. Ne disant pas quelque chose, parlant seulement, parlant sans vie, sans voix, à voix plus basse que toute voix, vivante parmi les morts, morte entre les vivants, appelant à mourir, à ressusciter pour mourir, appelant sans appel. Et comme il est très honnête, Maurice Blanchot, il dit, extrait de La Tante l'oubli, donc un livre de lui, que je cite, c'est Maurice Blanchot, que je cite pour finir, parce que Beckett accepta de s'y reconnaître. Là, je trouve qu'on est arrivé à un point sublime de coïncidence parfaite entre les deux. L'un peut citer l'autre, l'autre l'un. C'est le même discours. Ils sont devenus exactement semblables. Ça m'amène à mon dernier point, qui est celui, j'emprunte pour le titre une expression à Bergson, efficace de la fiction. J'emprunte donc pour essayer de caractériser ce dernier point. Non pas du discours critique que Blanchot tient sur Beckett, mais peut-être de tout discours qui compte, c'est-à-dire qui marque durablement les esprits. On appelle parfois ce type de commentaire qui emprunte à l'auteur qui lit tout son matériau, ou presque, on l'appelle critique mimétique. On constate en effet que certains commentateurs, lisant certains auteurs, ont tendance à parler comme eux, à penser comme eux,
parfois même à inventer comme eux. On vient de le voir. Celles d'entre vous qui dirigent des travaux de recherche de leurs étudiants ou de leurs étudiantes sur Quignard, sur Duras, ceux d'entre vous dont les doctorants travaillent sur Blanchot, sur Derrida, sur Heidegger, l'auront remarqué comme moi, certaines œuvres engendrent comme naturellement un discours critique qui leur ressemble, ou mieux, qui les continue, et qui est donc dans l'impossibilité de les trahir. Celle de Beckett est incontestablement du nombre. Elle l'a en tout cas longtemps été. Je ne suis pas sûr que même ce temps soit révolu. Et je voudrais montrer pour finir que le discours sur la fin de la littérature, que Blanchot tient sur lui, loin de constituer un commentaire original, historique, inquiet, clairvoyant, est au contraire un prolongement de l'œuvre elle-même. On sait que Beckett, sous la figure énigmatique d'un certain Godot, a érigé, 1953, a érigé l'absence en principe, et que, en dehors de la pièce qui porte son nom, il a écrit un grand nombre d'autres pièces, de récits, de films, dans lesquels les personnages, narrateurs ou non, attendent quelque chose ou quelqu'un dont le narrateur avertit, dont la spectatrice avisée sait bien qu'il ne viendra jamais. Dans les récits de la trilogie que commente Blanchot, par exemple, les narrateurs n'attendent pas tous exactement la même chose, mais il n'est pas douteux qu'ils attendent tous quelque chose, et que cette attente est leur point commun. « Je serai quand même bientôt tout à fait mort, enfin », ce sont les premiers mots de Malone-Meur. Et qui, en attendant, donc, décide de jouer, de se raconter des histoires. C'est tout le deuxième roman de la trilogie. Quant aux différents narrateurs de l'Innommable, ils s'épuisent à dire ce qu'ils attendent, et ce qu'ils attendent pourrait se résumer en un mot, comme Malone, ils attendent que ça finisse. Godot, chacun le sait, ne viendra pas. Et l'on sait aussi que s'il venait, ceux qui l'attendent seraient sauvés. Mais le narrateur de l'Innommable, je ne sais pas moi qui dis ça, ce sont Vladimir et Estragon dans En attendant Godot. Et s'il vient, nous serons sauvés, dit Vladimir. Le narrateur de l'Innommable se voit contraint, quoi qu'il en est. Ce sont les derniers mots du livre, et c'est par eux que Foucault commence l'ordre du discours. C'est encore des mots de la fin qui servent de début. Comme Vladimir, comme Estragon, donc le narrateur se voit contraint de continuer. Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer. C'est la fin de l'Innommable, et c'est le début de l'ordre du discours, ou presque. Alors, autres citations, elles sont multiples, j'en donne que 2 ou 3. Fini, c'est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. Voilà, c'est le début de fin de partie. C'est pas l'Innommable, c'est toute l'œuvre de Beckett. Et c'est pour ça que je posais cette question tout à l'heure à Jean-Pierre. Ça date du début de l'œuvre de Beckett, ce mythe de la fin, qui ne viendra pas, mais dont on parle tout le temps. On n'en finirait donc pas de citer les mots, les expressions, les intrigues, les personnages, qui, installés dans l'attente, multiplient les déclarations, qui, appelant de leur vœu la fin, quelle que soit cette fin, craignent en même temps qu'elle n'advienne. Un titre de Beckett dit à lui seul toute cette affaire de fin. Il a été cité déjà plusieurs fois depuis ce matin. Il est sublime aussi. C'est « pour finir encore ». La fin est toujours à venir, comme ce livre de Maurice Blanchot dont j'ai déjà commenté le titre. En donnant à son premier texte sur Beckett un titre qui le cite, Blanchot ne risquait pas de le trahir. Il commençait au contraire à le prolonger, à l'expliciter, à le paraphraser. L'attente des narrateurs divers sera désormais son attente, à lui aussi, car lui aussi, oui, il attend la fin de la littérature, par exemple, mais c'est même pas sûr que ce soit ça. Lui aussi la souhaite et lui aussi la redoute, assez en tout cas pour en retarder la venue par la poursuite de textes tous plus proches à l'en croire de la vraie fin, de la fin anonyme, du neutre. Lisant Beckett, Blanchot attend donc, lui aussi, je veux dire, comme tous les personnages, comme Malone, comme Vladimir, comme toutes les femmes qui entendent une voix et qui attendent. On dira que j'exagère, que je force le trait, que Blanchot, si fidèle qu'il soit à Beckett, si soucieux de ne pas le trahir, n'irait pas jusqu'à dire cela nûment. Ben si, il dit bien cela. Et en un sens, c'est magnifique. Je cite les quelques lignes qui précèdent immédiatement sa lecture de l'Innommable.
Les histoires, donc c'est la citation 9, la dernière. Les histoires restent des histoires, leur brillant, leur habileté sarcastique, tout ce qui leur donne forme et intérêt, les détache ainsi de Malone, celui qui meurt, les détache du temps de sa mort pour les rattacher au temps habituel du récit auquel nous ne croyons pas. C'est fou quand même. Du récit auquel nous ne croyons pas et qui ici ne nous importe pas. Car, alors c'est moi qui souligne, hein, je reconnais que ce n'est pas Blanchot, car nous attendons quelque chose de bien plus important. Et oui, Blanchot attend Godot. La fin de la littérature, de même, est ce que nous attendons, et il faut peut-être croire qu'elle importe plus que toute la littérature qu'il annonce, c'est ce que Blanchot dit en tout cas. Le livre dont parle Blanchot restera comme Godot, comme la fin de partie pour Clove, comme l'issue pour ceux qui errent dans le dépeupleur, comme le tout ça que ressasse May dans Footfalls, comme ce que ressassent toutes ces femmes et toutes ces voix qu'elles entendent et nous avec elles. Ce livre, donc, qui donne son titre au recueil, restera donc toujours à venir. Ô tout finir. Une citation de Beckett, c'est le dernier mot de Soubresaut. La mort de Beckett, survenue quelques jours après qu'il les eut écrits, aura donc fini de brouiller le jeu, celui dont je parlais tout à l'heure, entre la vie et l'œuvre. Ces derniers mots sont aussi, est-ce qu'il faut vraiment le dire, mais vous l'aurez peut-être déduit tout seul, ceux que Blanchot a choisis comme titre pour son dernier article sur Beckett. C'est presque trop beau pour être vrai. L'ère du temps, le jeu complexe entre personne du commentateur et auteur, et bien sûr, ce qui du texte qu'on lit guide ou contraint ce lecteur pour les autres, qu'est le critique. Il me semble que ces trois raisons conjuguées, que ces trois fils entremêlés suffiraient à caractériser l'exercice du commentaire des œuvres, sans aller jusqu'à dire peut-être qu'elle constitue sa seule matière. Je ne les ai donc pas débrouillés pour disqualifier ou pour invalider le geste qui, par leur entrecroisement, double l'œuvre. Je pense très sincèrement que toute vraie, bonne, belle critique procède ainsi, et que le porte-à-faux est le propre du commentaire. Il est sa condition, et j'ose dire sa grandeur. Le Flaubert de Sartre, le Proust de Beckett, le Beckett de Blanchot, le Sainte-Beuve de Proust, tellement injuste quand on connaît un tout petit peu Sainte-Beuve, le Pascal de Voltaire, si violemment inéquitable, le mégalomaniaque William Shakespeare de Hugo, le Provençal, pour saluer Melville, de Giono, sont plus importants pour la critique que les œuvres savantes, exactes, universitaires. On peut dire ça ? Si documentées qu'elles soient ou qu'elles semblent vouloir le paraître. Je ne prône ni le n'importe quoi, ni le délire, je plaide pour l'enrichissement, pour la beauté, pour l'excitation et pour le plaisir de l'intelligence. Il me semble que le secret du commentaire consiste en 2 ou 3 ingrédients essentiels. La rigueur est sans doute le premier d'entre eux. Mais cette rigueur ne serait rien sans l'amour admiratif, sans l'implication vive. La beauté d'une approche critique, j'appelle ainsi la richesse de ce qu'elle permet de voir avec un regard neuf et émerveillé, compte sans doute plus que sa pertinence stricte. Je laisse à d'autres qu'à moi le soin de définir ce que ça voudrait dire, la pertinence. On croira peut-être que j'ai un peu comme Sartre avec Flaubert voulu régler mon compte avec Blanchot, c'est ce qu'il dit au début de L'idiot de la famille. Sartre, pas du tout. J'admire profondément ces pages que Blanchot consacre à Beckett, comme j'admire sincèrement et même jalousement tout commentaire dont la fidélité est une trahison vraisemblable. Car en matière de commentaire, je l'aurais dit, en matière de commentaire, hors de la trahison, pas de salut. Voilà. Vous ne laissez pas beaucoup de temps pour discuter, mais il y aurait beaucoup de choses à discuter, je trouve, dans ce que vous venez de nous dire, avec lesquels, à la fois, je suis d'accord et pas d'accord. D'abord, on pourrait dire, est-ce que, mais je crois que vous l'avez un peu suggéré, Blanchot ne fait-il pas la même opération avec, dans le même livre, dans le livre à venir,
la même opération qu'il fait avec Mallarmé. Oui. Oui, bien sûr. Comme Sartre fait la même opération avec Flaubert, avec Baudelaire, avec Genet. C'est la même opération. C'est la même. Et ce que vous avez bien montré, c'est en quelque sorte l'invention de Beckett par Blanchot. Oui. Puisque c'est à travers cette grille de lecture que notre génération a lu Beckett. Oui. Parmi les premiers textes qu'on a lus sur Beckett, c'est le livre à venir. Je me souviens parfaitement dans quelles conditions, où, quand, comment j'ai lu le livre à venir. Et en même temps, j'ai beaucoup de mal à réduire à ce que vous appelez l'ère du temps la différence entre les années 1937 et 1953. Parce qu'entre 1937 et 1953, il y a le nazisme et la Shoah. Et d'une certaine manière, c'est impossible de ne pas en tenir compte. Donc, le neutre est la réponse. Le neutre, oui, mais... L'impersonnel. Comment ? L'impersonnel. C'est plus que ça, c'est que on ne peut pas ne pas penser entre les deux à Adorno, dans le livre à venir, il y a les chapitres le chapitre sur Hermann Brock, que j'ai longuement commenté, la mort de Virgile, sur la mort de Virgile, qui est un chapitre sur l'impossibilité de la littérature après le nazisme. C'est tout le thème. Ce thème-là, il est bien chez Brock. Il est explicitement chez Brock. Oui. C'est pas Blanchot qui le lit chez Brock. Il est littéralement chez Brock. La littérature est-elle encore possible ? Oui. Donc la fin de la littérature est-elle encore possible ? Et Brock écrit la mort de Virgile en suivant cette formule du pour finir encore. Mais c'est explicite chez certains de ceux dont Blanchot parle dans ce recueil. Oui. Et dans cette mesure, c'est pour moi très difficile de parler simplement d'ère du temps, comme si c'était quelque chose qui relevait... C'est pourquoi j'ai donné d'autres paramètres que l'ère du temps. Je pense que l'ère du temps est un des paramètres. Chaque discours critique tombe à son heure, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui consonnent avec cette thèse du neutre et de l'impersonnel dans les années 50, mais j'ai donné deux autres éléments qui me paraissent importants. C'est pour ça que je ne le limite pas à ça. Oui. Donc, ce qui m'amène à dire que je suis en accord avec votre conclusion, c'est-à-dire que c'est une lecture qui est peut-être... comment dire, biaisé ou animé par un préjugé en faveur de cette thèse de la fin de la littérature, mais c'est une belle infidèle. C'est aussi très belle, c'est ce que je dis pour finir, très très belle. C'est une belle infidèle. Et... c'est une belle fiction. Comment ? C'est une belle fiction. Oui. Mais oui, alors moi j'ai du mal à dire que c'est une fiction. Je crois qu'il faut maintenir... vous avez souligné l'effacement du camp dans le titre. Et pour moi, le camp, beaucoup plus que l'ère du temps, je dis, c'est tout de même... c'est tout de même ce qui s'est passé entre 1937 et 1953. Oui, mais n'empêche que dans les années 50, tout le faisceau que j'ai essayé de reconstituer, c'est-à-dire le structuralisme, le neutre, le degré zéro, le nouveau roman, etc., ça va quand même dans le même sens que ce discours de Blanchot. Voilà. Il résonne à son heure, je dirais, de cette manière-là. Ça l'arrange d'une certaine façon. Vous avez du mal à dire fiction. Je comprends. Il n'invente rien, mais il ignore quand même beaucoup de choses de l'œuvre de Beckett, pratiquement toute l'œuvre en fait. Il ignore pratiquement toute l'œuvre. Et je dirais, il est très fidèle
pour ça que je dis, il ne trahit pas, il répète, il paraphrase, mais je dirais, comme des romanciers qui sont naturalistes ou qui se veulent réalistes, ils ne trahissent pas le réel, mais ils font une fiction à chaque fois, et elle est splendide. Je pense que c'est pour ça que je disais, pour conclure, la démarche du commentaire, elle doit être absolument rigoureuse. Elle doit être très, très rigoureuse. Comme un romancier qui veut être naturaliste ou réaliste, il doit être bien documenté, il doit faire un travail vraiment de repérage. Mais après, il fictionne. Et donc, il y a la rigueur, elle est la condition, à mon avis, indispensable, mais à partir de là, la fiction reprend ses droits, et je pense que tout grand discours critique est un discours fictif. C'est pour ça qu'on l'aime. En tout cas, moi, c'est pour ça que je l'aime. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'étais jaloux aussi.